À Kofewa, les rues étaient animées dès l'aube, mais ce n'était pas une animation joyeuse. Les bruits du quartier ne résonnaient pas seulement dans les murs, ils pénétraient l'esprit, saturant chaque pensée de tension et de murmures. Dans ce chaos, Madeleine était reine. Elle n'était pas simplement curieuse, elle vivait par et pour les secrets des autres. Son nom circulait dans chaque ruelle comme un avertissement. Peu importait le problème, le moindre événement anodin ou le moindre soupir, Madeleine savait tout avant même que les intéressés ne réalisent eux-mêmes ce qui se passait. Sa fascination pour les vies des autres n'était pas un passe-temps, c'était une obsession. Les voisins, au fil des années, avaient appris à protéger ce qu'ils considéraient comme intime. Mais la vigilance la plus méticuleuse ne pouvait rivaliser avec Madeleine. Chaque sortie vers le puits, chaque balayage de cour, chaque détour dans le quartier, tout servait de couverture pour observer, écouter, comprendre. Elle analysait, décortiquait, et souvent, extrapolait ce qu'elle percevait comme des menaces ou des secrets. Ce matin-là, comme tant d'autres, elle se tenait près du puits, un simple geste quotidien mais chargé d'intention. L'air était lourd, le soleil à peine levé, et pourtant chaque bruit, chaque mouvement captait son attention avec une intensité presque paranoïaque. La vendeuse de bouillie criait à l'acheteur, les enfants pleuraient en courant entre les maisons, et un groupe d'hommes discutait de football devant le bar. Mais Madeleine n'écoutait rien de cela. Son regard était fixé sur la maison d'en face. Lima, la voisine célibataire, était assise dans une voiture rutilante. Elle parlait avec un homme dont l'allure suggérait qu'il n'appartenait pas au quartier. Madeleine sentit un frisson. La prudence n'était pas de mise, et pourtant son instinct la poussait à s'approcher. Elle savait que chaque instant pouvait révéler quelque chose de crucial. Alors, elle fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce que ses pieds glissent sur un sol humide. Elle tomba dans le caniveau, les mains et les vêtements trempés, et entendit des rires étouffés derrière elle. Mais la gêne n'éteignit pas la flamme de sa curiosité. Au contraire, elle brûlait plus fort. Les jours suivants furent marqués par une routine anxieuse. Madeleine ne cessait d'observer, de noter, de spéculer. Le quartier, sans le savoir, était le théâtre d'un secret qu'elle n'avait pas encore découvert, un secret qui changerait sa vie. Et alors que la nuit tombait, un silence inhabituel s'installa. Même les chiens qui aboyaient sans cesse semblèrent retenir leur souffle. Madeleine, alerte comme jamais, sentit que quelque chose d'anormal se préparait. À 23h30, un bruit lourd retentit dans l'obscurité de la cour. Une silhouette se glissa furtivement, grande, vêtue d'un manteau sombre, traînant derrière elle une malle imposante. Aucun son de pas ne trahissait sa présence. Il avançait avec une précision calculée, comme s'il connaissait chaque centimètre de la cour. Madeleine sentit son cœur s'accélérer. L'adrénaline prit le dessus sur la peur, et elle sut qu'elle devait savoir ce que contenait cette malle. Elle se dirigea vers sa voisine, Mama Ténémie, dans l'espoir de partager l'urgence de la situation. Mais Ténémie, fatiguée et sceptique, refusa de la croire. Madeleine resta seule dans la nuit, les yeux fixés sur la chambre 6, où l'homme pénétra avec sa cargaison mystérieuse. Le silence qui suivit était oppressant. Pour Madeleine, chaque seconde s'étirait, lourde de suspicions et de menaces. Le danger, désormais, n'était plus une possibilité abstraite. La curiosité de Madeleine avait franchi une ligne invisible. Et cette nuit-là, Kofewa devint le théâtre d'un mystère bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Le lendemain de cette nuit troublante, Madeleine ne trouva aucun repos. Le sommeil la fuyait, remplacé par une tension sourde et un sentiment d'urgence qu'elle ne pouvait ignorer. La cour, normalement bruyante et agitée, semblait étrangement silencieuse. Chaque bruit, même le plus minime, faisait vibrer ses nerfs comme une alerte invisible. La mémoire de l'homme à la malle hantait chaque recoin de son esprit. Qui était-il? Que transportait-il? Et pourquoi cette chambre 6, restée déserte depuis des mois? À l'aube, elle scruta la fenêtre de sa chambre, observant chaque mouvement autour de la maison. Le propriétaire, M. Acrasso, semblait agir avec la nonchalance habituelle, mais pour Madeleine, chaque détail pouvait contenir un indice. Les voisins ne remarquaient rien d'anormal. Ils allaient et venaient, indifférents à la présence d'un étranger qui s'infiltrait dans leur quartier. Mais Madeleine savait mieux. La prudence serait sa seule alliée ce jour-là. Elle planifia sa stratégie comme un agent en mission. La première étape consistait à s'approcher de la chambre 6 sans éveiller de soupçons. Elle se saisit d'une simple épingle à cheveux, détournant son intention en semblant accomplir des tâches anodines. Ramasser de l'eau au puits, balayer la cour, vérifier ses fleurs. Chaque geste avait un double sens. Elle observait les fenêtres de la chambre, notait l'ombre de l'homme, le moindre déplacement suspect. Son cœur battait au rythme de la peur et de l'adrénaline, une cadence presque hypnotique qui la poussait à agir. La nuit tomba plus tôt que prévu,
enveloppant Kofewa dans un voile d'obscurité. Les sons habituels disparurent progressivement, remplacés par le silence pesant de la tension. Madeline se glissa le long des murs, s'accroupissant et avançant avec prudence. Chaque pas, chaque respiration était calculée pour éviter le moindre bruit. Elle avait l'impression que l'ombre de l'homme s'étendait sur toute la cour, que chaque fenêtre pouvait la trahir. Enfin, elle atteignit la porte de la chambre 6. Ses mains tremblaient, mais elle n'en montra rien. Elle posa son oreille contre le bois froid et écouta attentivement. Rien. Le silence était total, presque étouffant. Un froid glacial lui parcourut la colonne vertébrale. L'homme avait disparu, ou du moins, il n'était pas là à cet instant. Madeline savait que le moindre retard pourrait lui coûter l'accès à la vérité. Avec un geste déterminé, elle introduisit l'épingle dans la serrure. Le clic discret du mécanisme la fit frissonner. La porte s'ouvrit lentement, et un vent glacé s'échappa de l'intérieur, comme si la pièce retenait son souffle depuis des semaines. Madeline entra avec précaution, ses sens en alerte maximale. Chaque détail de la chambre était amplifié dans son esprit. La poussière qui flottait dans la faible lumière, les ombres projetées par les meubles abandonnés, le silence inquiétant. Au centre de la pièce reposait la malle. Massif, imposant, semblant absorber la lumière autour de lui. Le cadenas avait disparu. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir changerait sa vie à jamais. Avec une lenteur calculée, elle souleva le couvercle. L'odeur du bois ancien se mêla à celle du cuir et des tissus, tandis que ses yeux s'écarquillaient devant la richesse de ce qu'elle voyait. À l'intérieur, des liasses d'argent, soigneusement emballées dans des sachets noirs, remplissaient la malle presque jusqu'au bord. Des bijoux en or étaient rangés dans de petites boîtes, accompagnés de passeports et de documents officiels. Madeline sentit un mélange de fascination et d'effroi. La curiosité, qui jusqu'alors avait été un jeu, prenait maintenant une dimension dangereuse. Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû s'aventurer ici, et pourtant, une partie d'elle refusait de reculer. Alors qu'elle examinait le contenu, un bruit sec retentit derrière elle. La porte se referma brutalement et un souffle glacial la fit sursauter. Elle se retourna et vit l'homme à capuche. Ses yeux, perçants sous les lunettes sombres, fixaient Madeline avec une intensité glaciale. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il s'avança rapidement et la maîtrisa. Le temps sembla s'arrêter. Quelques minutes plus tard, elle se réveilla, les mains attachées et la bouche bâillonnée, au centre de la chambre. L'homme l'observait, silencieux, comme s'il pesait chaque seconde de sa présence. L'angoisse la submergea. Elle était seule, vulnérable, prisonnière de la curiosité qui l'avait toujours animée. La peur prit le dessus sur tout le reste. Les heures suivantes se transformèrent en jours. Madeline entendait les allers-retours de l'homme, les murmures au téléphone, le bruit des portes qu'il fermait et ouvrait. Chaque mouvement était un rappel brutal de sa situation. Ses pensées tournaient en boucle, comment ai-je pu être aussi imprudente? Mais malgré la panique, un fil de détermination persistait. Elle devait survivre, comprendre et, si possible, retourner cette situation à son avantage. Pendant ce temps, dans la cour, les voisins commençaient à remarquer son absence. Quelques-uns s'inquiétaient réellement, mais la plupart restaient indifférents, agacés par les bavardages incessants de Madeline dans le passé. Les conversations, que Madeline avait si souvent écoutées à travers le puits et les fenêtres, lui parvenaient maintenant de manière inversée. Elle entendait les voisins parler d'elle comme si elle était un personnage de légende, certains exprimant un soulagement secret face à sa disparition. Cette ironie cruelle l'atteignit plus durement que la faim ou la fatigue. Les jours s'étiraient, chaque heure semblant durer une éternité. Madeline essayait de se libérer, de desserrer les liens qui l'enserraient, mais chaque tentative échouait. La solitude, le silence et l'incertitude exerçaient une pression insupportable sur son esprit. La malle, objet de sa curiosité et de son obsession, restait silencieuse et menaçante, symbole du danger dans lequel elle s'était plongée. Mais c'était précisément cette même curiosité qui allait jouer en sa faveur. Malgré la peur, elle analysait chaque détail. Le rythme des pas de l'homme, ses habitudes, le moment où il quittait la pièce, la disposition de la chambre. Elle commença à élaborer un plan. Chaque observation, chaque infime détail pouvait devenir un atout pour retourner la situation. Sa vigilance ne faiblissait jamais, même sous la fatigue extrême et l'angoisse paralysante. Ce chapitre se termine avec Madeline, résolue et silencieuse, allongée sur le sol froid de la chambre 6, les yeux fixés sur la malle. La tension est à son comble, elle est prisonnière, mais son esprit reste actif, calculateur. L'issue reste incertaine, et le lecteur comprend que le prochain mouvement pourrait être décisif, non seulement pour sa survie, mais pour révéler la vérité derrière la mystérieuse malle et l'homme qui la garde. Les jours s'égrenaient dans une lenteur insoutenable. Pour Madeline,
chaque seconde passée dans la chambre 6 était une épreuve de patience et de terreur. La chaleur étouffante, le froid glacial de la nuit, et l'angoisse constante d'être découverte ou oubliée écrasaient son esprit. Ses mains et ses pieds étaient liés, sa bouche bâillonnée, mais son esprit, lui, restait aigu, obsédé par la malle et les secrets qu'elle contenait. L'homme à la capuche ne venait plus qu'à des intervalles imprévisibles. Ses pas résonnaient dans l'appartement comme un avertissement. Parfois, il téléphonait, parfois il disparaissait plusieurs heures. Madeleine écoutait chaque son, chaque infime mouvement. Elle tentait de mémoriser le rythme de ses allées et venues, cherchant une opportunité pour agir. Sa peur était profonde, mais sa détermination ne faiblissait pas. Dehors, dans le quartier de Kofewa, l'absence de Madeleine commençait à se faire sentir. Mais pas de la manière qu'elle aurait imaginée. Les voisins, longtemps habitués à ses commentaires incessants et à son flair pour les secrets, se montraient partagés. Certains s'inquiétaient réellement, d'autres semblaient presque soulagés. Lina et Mamaté Nimi discutaient de sa disparition au puits, inconscientes que Madeleine les entendait depuis la chambre, ses oreilles captant chaque mot. Les paroles des voisines, leur indifférence et leur légèreté, frappèrent Madeleine avec une ironie cruelle. Les jours passaient, transformant la faim et la soif en compagnons constants. La solitude de la chambre 6 était un piège psychologique, le silence oppressant la plongeait dans ses pensées les plus sombres. Chaque détail de la pièce, chaque ombre projetée par la lumière filtrant à travers les volets, devenait une menace potentielle ou un indice. Madeleine savait qu'elle devait rester lucide. Sa survie dépendait de sa vigilance et de sa capacité à exploiter les moindres erreurs de son ravisseur. Le 7e jour, alors que ses forces l'abandonnaient, un vacarme inattendu secoua l'appartement. Des sirènes stridentes retentirent dans la rue, des cris précipités résonnèrent, et des portes furent forcées. Madeleine sentit une poussée d'adrénaline. La police était arrivée. Le cœur battant, elle réalisa que son sort pourrait enfin basculer. Les bruits des interventions s'intensifiaient, des voix commandaient, des bottes martelaient le sol. Elle sentit les liens autour de ses poignets céder, et son corps, épuisé mais soulagé, se détendit à moitié. Peu après, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Des policiers armés et déterminés envahirent la pièce, et Madeleine, encore tremblante, put enfin respirer librement. Une fois libérée, elle se laissa tomber à genoux, haletante, les larmes mêlées à la poussière de la pièce. Le silence pesant des jours précédents céda la place à une activité frénétique, interrogatoire, saisie et sécurisation de la malle. Un policier s'approcha d'elle, carnet en main. « Madame, vous êtes en sécurité maintenant. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez ?» Sa voix, ferme mais compatissante, guida Madeleine dans une explication détaillée. Elle raconta tout, la découverte de l'homme, la malle, sa capture. Chaque mot, chaque détail, fut enregistré pour l'enquête. La gravité de la situation la frappa soudain. Elle n'était plus simplement une curieuse du quartier, mais un témoin clé dans une affaire criminelle majeure. L'homme à capuche, identifié comme un criminel recherché depuis des mois pour cambriolage de haut vol, avait utilisé l'appartement de M. Acrasso comme cachette. La malle contenait l'argent et les objets volés dans une demeure ministérielle. L'interrogatoire du propriétaire révéla sa négligence. Il avait loué l'appartement sans vérification, motivé uniquement par l'argent offert par le criminel. La justice allait maintenant prendre le relais. Pour Madeleine, ce fut un choc. Sa curiosité, qu'elle avait toujours considérée comme un simple passe-temps, l'avait plongée dans un danger réel, presque mortel. Elle comprit à quel point son obsession pour les secrets des autres pouvait devenir toxique. Les leçons de ses jours passés dans la captivité n'étaient pas seulement physiques, elles étaient profondes et psychologiques. Elle avait frôlé la mort, et la fragilité de la vie lui apparut avec une clarté brutale. À l'hôpital, elle reprit peu à peu des forces. La gorge sèche, le corps affaibli, elle se laissait guider par les infirmiers et les policiers qui venaient vérifier son état. Les voisins vinrent la voir, certains avec inquiétude, d'autres avec curiosité, mais Madeleine ne répondit à aucun d'eux. Le regard qu'elle leur lança disait tout. Elle avait changé. Le rire et les bavardages qui autrefois caractérisaient sa vie dans le quartier n'avaient plus aucune place dans son univers intérieur désormais fragile mais déterminé. De retour à Kofewa, elle observa le quartier depuis sa fenêtre, mais cette fois avec distance et prudence. Elle comprit qu'il y avait une frontière à ne pas franchir. La curiosité devait avoir ses limites. Les potins, jadis source de plaisir et de pouvoir, n'étaient plus qu'un souvenir amer. Elle marcha dans les rues avec vigilance, silencieuse, concentrée sur sa propre vie, déterminée à reconstruire son monde à partir de l'expérience traumatisante qu'elle venait de vivre. Les habitants du quartier remarquèrent ce changement. La Madeleine qu'ils connaissaient n'existait plus. Plus de commérage incessant, plus de surveillance des moindres détails de la vie des autres. Elle gardait ses distances,
répondait poliment mais brièvement aux voisins, et consacrait son énergie à ses propres affaires. Certains murmuraient « L'ancienne Madeleine nous manque ». Mais elle n'écoutait plus. Le danger et l'angoisse qu'elle avait traversés l'avaient rendue imperméable aux distractions et aux intrigues des autres. Petit à petit, Madeleine reconstruisit sa vie. Elle n'était plus la reine des potins, mais une femme marquée par la peur, la prudence et une lucidité nouvelle. Le quartier, sans ses bavardages incessants, avait perdu une partie de son chaos, mais Madeleine avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la conscience de la valeur de sa propre vie et de l'importance de la prudence. Et pourtant, dans les moments de silence, lorsque la nuit enveloppait Kofewa et que les ombres s'allongeaient sur les murs, elle repensait parfois à cette malle, à ce danger et à la fragilité du quotidien. Le frisson persistait, mais désormais, il n'était plus une invitation à la curiosité aveugle. Il était un rappel. Certaines vérités sont plus dangereuses que l'on ne peut l'imaginer. Ainsi, la Madeleine de Kofewa avait survécu à l'impensable. Son obsession pour les secrets des autres avait failli lui coûter la vie. Mais à travers la peur, la captivité et la confrontation avec un danger réel, elle avait trouvé une sagesse nouvelle, celle de savoir quand regarder, quand écouter et quand se taire. Le quartier, avec ses bruits et ses ombres, continuait sa vie, mais Madeleine, désormais, n'en faisait plus partie de la même manière. La curiosité, jadis moteur de son existence, était devenue le prix qu'elle avait payé pour la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit enfin libre.